Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lève-toi et marche. Aujourd'hui ne fera pas exception, on va aborder un sujet qui fait parler, un sujet qui peut faire même un peu peur, mais surtout un sujet qui touche à notre santé, à notre alimentation, parce qu'il suffit de passer quelques minutes sur les réseaux sociaux pour avoir l'impression que tout est dangereux. Le chocolat contiendrait des métaux lourds, les fruits seraient remplis de pesticides, le poisson serait contaminé au mercure, les aliments transformés seraient bourrés de substances cancérigènes, et même l'eau que nous buvons contiendrait des microplastiques. À force d'entendre ces messages, une question finit forcément par apparaître. Sommes-nous en train de nous empoisonner sans le savoir ? Et je crois qu'il est important d'aborder ce sujet avec sérieux et nuance, comme j'essaye au max de le faire à chaque fois. Est-ce que la réalité est aussi alarmiste qu'on peut le voir un peu partout ? Oui, certaines substances préoccupantes existent dans notre alimentation. Oui, certaines sont associées à des risques réels pour la santé, mais non, cela ne signifie pas que chaque bouchée que nous avalons est une menace. Pour comprendre pourquoi, il faut commencer par une notion fondamentale, une notion que même certains journalistes confondent régulièrement, la différence entre un danger et un risque. Imaginez que je vous dise « le soleil provoque des cancers ». Cette phrase est vraie. L'exposition au rayonnement ultraviolet augmente le risque de cancer de la peau. Pourtant, malgré cette information, on ne vit pas cloîtré chez soi, enfermé dans le noir. Pourquoi ? Parce qu'il existe une différence essentielle entre un danger et un risque. Le danger correspond à la capacité d'une substance ou d'une situation à provoquer un dommage. Le risque correspond à la probabilité que ce dommage survienne dans des conditions réelles d'exposition. C'est une nuance qui semble hyper simple, pourtant elle change absolument tout. On va prendre un autre exemple un peu plus extrême. L'eau. Sans eau, nous mourrons. C'est un fait. Mais boire une quantité énorme d'eau en quelques heures peut provoquer une intoxication potentiellement mortelle. Du coup, est-ce que l'eau est dangereuse ? Oui. L'eau est-elle risquée dans le cadre d'une consommation normale ? Du coup, non, elle est même vitale. La différence se situe, comme partout, dans la dose. Tout devient dangereux à une dose suffisamment élevée et presque tout devient négligeable à une dose suffisamment faible. Lorsque vous lisez qu'une substance est cancérigène, la question importante n'est donc pas seulement est-ce qu'elle est capable de provoquer un cancer, mais aussi à quelle dose, pendant combien de temps, chez quelle population, dans quelles conditions, et c'est là que les choses deviennent plus complexes. Parce que les réseaux sociaux adorent parler du danger, mais beaucoup moins du risque. Donc dire « le cadmium est cancérigène » est une phrase qui attire immédiatement l'attention. Expliquer les niveaux d'exposition, les seuils toxicologiques, les données épidémiologiques, d'un coup c'est beaucoup moins spectaculaire. Bon, du coup ce cadmium, pourquoi tout le monde en parle aujourd'hui ? Lorsqu'on entend l'expression métal lourd, beaucoup de personnes imaginent immédiatement une catastrophe industrielle. Des usines, des fumées toxiques, des rivières polluées. Pourtant, le cadmium est bien plus banal que ça en réalité. Le cadmium est un élément naturel présent dans la croûte terrestre. Autrement dit, même dans un monde sans industrie ni agriculture moderne, il existerait du cadmium dans l'environnement. Mais l'activité humaine a considérablement augmenté sa dispersion, parce que l'une des principales sources de contamination des sols agricoles provient des engrais phosphatés. Les plantes ont besoin de phosphore pour pousser. Depuis des décennies, l'agriculture utilise donc des engrais riches en phosphate pour améliorer les rendements. Le problème est que certaines roches phosphatées utilisées pour fabriquer ces engrais contiennent naturellement du cadmium. À chaque apport d'engrais, une petite quantité de cadmium est déposée dans le sol, suffisamment pour s'accumuler progressivement au fil des années. C'est un peu pour imager comme si vous déposiez chaque jour quelques grains de sable dans un bocal. Au début, on voit rien. Au fur et à mesure des semaines et des années qui passent, le bocal va commencer à se remplir. C'est exactement ce qui s'est produit dans certaines zones agricoles. Une fois présent dans le sol, le cadmium peut être absorbé par les racines des plantes. Et c'est ainsi qu'il entre dans notre chaîne alimentaire. Et du coup, le point à comprendre, c'est que le cadmium se retrouve dans des aliments que nous considérons comme parfaitement ordinaires. Le pain, les pâtes, les céréales, les pommes de terre, certaines légumineuses, certains légumes, le chocolat.
Et c'est précisément ce qui inquiète les autorités sanitaires, parce que l'exposition ne provient pas d'un seul aliment, mais elle provient de dizaines d'aliments consommés quotidiennement. Du coup, le risque repose sur une exposition répétée pendant plusieurs années. Du coup, quel est le risque ? Qu'est-ce que ça fait si on consomme du cadmium via notre alimentation ? Sa particularité, c'est qu'il s'élimine très très lentement. Une fois qu'il entre dans l'organisme, il peut s'accumuler pendant des années, voire des décennies. Les organes principalement concernés sont les reins, le foie, les os. Les reins particulièrement, parce que le cadmium y est filtré et stocké progressivement. Les reins, c'est le filtre du corps. Donc tout ce qui passe dans notre alimentation passe par les reins. Et avec le temps, une exposition chronique peut contribuer à une diminution de la fonction rénale. Est-ce qu'il est cancérogène ? Oui, le cadmium est classé cancérogène pour l'humain par le Centre international de la recherche sur le cancer. Mais ce classement est souvent mal compris. Il ne signifie pas que le cadmium provoque un cancer à chaque exposition. Il signifie que les données scientifiques montrent un lien suffisamment solide entre exposition chronique et augmentation du risque de certains cancers. Mais si le cadmium existe dans nos terres depuis quasiment toujours, pourquoi les autorités sanitaires s'y intéressent autant aujourd'hui ? Tout simplement parce qu'on est sur une exposition chronique de la population générale. Le FSA a établi une dose hebdomadaire tolérable d'environ 2,5 microgrammes par kilo de poids de corps. Et plusieurs évaluations montrent que certaines populations européennes s'en approchent, voire la dépassent légèrement. En France, les données montrent une exposition globalement comparable à la moyenne européenne, avec certaines variations selon les habitudes alimentaires. Si on simplifie au maximum, il y a 3 idées essentielles à retenir. Le cadmium existe naturellement et s'accumule dans les sols agricoles. Il est présent dans de nombreux aliments du quotidien. Le problème est une exposition chronique sur le long terme, pas un aliment isolé. Du coup, rassurez-vous, vous pouvez continuer à manger du chocolat. Le but des autorités sanitaires n'est pas de créer de la peur, c'est de réduire progressivement l'exposition globale de la population à la source, notamment via l'agriculture. Après, bien sûr, on parle du cadmium ici, mais de plus en plus de termes un peu complexes commencent à surgir. On parle souvent notamment des pesticides, des nitrites, du mercure, des microplastiques. Et lorsqu'on entend tous ces noms les uns après les autres, il est facile d'avoir l'impression que notre alimentation ressemble davantage à un laboratoire de chimie qu'à une source de santé. Mais encore une fois, la réalité est quand même plus nuancée. Et dans la plupart des cas, supprimer un aliment à cause d'un risque potentiel, c'est surtout vous priver des bénéfices aussi de ces aliments-là, potentiellement créer des carences, ce qui aurait des effets beaucoup plus délétères à terme. On va prendre l'exemple du mercure contenu dans les poissons. J'entends autour de moi beaucoup de personnes qui ont préféré supprimer le poisson complètement de leur alimentation à cause du mercure, alors que ce ne sont même pas les recommandations des autorités sanitaires, parce que les bénéfices du poisson restent importants. Des protéines de qualité, des oméga 3, de l'iode, de la vitamine D, du sélénium. Le mercure s'accumule progressivement dans la chaîne alimentaire. Plus un poisson est gros, plus il vit longtemps et plus il se situe haut dans la chaîne alimentaire. Donc plus il a de chances d'accumuler du mercure dans son organisme. Donc l'idée n'est pas de supprimer le poisson, l'idée est de varier les espèces et d'éviter les excès. Encore une fois, c'est toujours la même logique. Ce qui fera le poison, ça sera toujours la dose. Si je devais donner mon avis sur tout ça, je dirais qu'aujourd'hui, nous vivons dans une époque de paradoxes. Jamais nous n'avons eu autant d'informations sur notre alimentation, jamais nous n'avons eu autant d'outils pour analyser les risques, jamais nous n'avons eu autant de données scientifiques et pourtant, jamais nous n'avons semblé aussi perdus et inquiets. Certaines personnes connaissent parfaitement la liste des additifs alimentaires, mais ignorent leur tension artérielle. Certaines peuvent citer le nom de plusieurs pesticides,
mais dorment 5 heures par nuit. Certaines traquent chaque trace de contaminants dans leur alimentation, mais restent assis 10 heures par jour. Et c'est là que la hiérarchie des risques devient essentielle, parce qu'en santé publique, tous les risques ne se valent pas. Le tabac reste infiniment plus dangereux que la plupart des contaminants alimentaires. L'alcool reste infiniment plus problématique que quelques traces de pesticides. La sédentarité reste un facteur de risque majeur, le manque de sommeil aussi, et l'excès calorique chronique également. Cela ne signifie pas que les contaminants sont sans importance, cela signifie simplement que notre énergie mentale est limitée et que nous devons la consacrer en priorité aux facteurs qui ont le plus d'impact sur notre santé. En conclusion, est-ce que nous mangeons des substances potentiellement cancérigènes ? La réponse honnête est oui. Le cadmium existe, les nitrites existent, le mercure, les pesticides, les microplastiques. Les ignorer serait une erreur, mais croire que notre alimentation est devenue un poison permanent serait une erreur tout aussi importante. Parce que la science ne nous dit pas que chaque exposition est dangereuse, elle nous dit que le risque dépend de la dose, de la fréquence, de la durée et du contexte. Et surtout, elle nous rappelle que la santé ne se joue pas sur un aliment isolé. Elle se construit sur des milliers de décisions répétées chaque jour au fil des années. Dormir suffisamment, bouger régulièrement, manger une alimentation variée et équilibrée, limiter l'alcool, ne pas fumer, maintenir un poids compatible avec une bonne santé, gérer son stress. Voilà ce qui influence réellement notre santé à long terme. Alors oui, continuons à surveiller les contaminants alimentaires, évidemment. Continuons à améliorer les pratiques agricoles, à financer la recherche, à exiger de la transparence. Mais n'oublions jamais une chose. Une population terrifiée par son alimentation n'est pas forcément une population mieux informée. Et la peur n'a jamais été une stratégie de santé publique. La compréhension, en revanche, l'a toujours été. J'espère que cet épisode vous aura appris des choses et vous aura éclairé. Comme d'habitude, si vous avez des questions, que vous voulez aborder certaines choses plus en détail, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode.